Merci beaucoup. Merci d'abord de m'avoir fait l'honneur de me proposer cette introduction à une réflexion et à des travaux si nécessaires dans le contexte actuel. Je voudrais dire, pour commencer, je voudrais poser une question. À quoi reconnaît-on un événement international important ? Eh bien, c'est très simple. Au fait qu'on ne puisse pas faire d'une semaine à l'autre la même conférence sur le sujet. C'est-à-dire que ce qui domine depuis un an cette question, c'est le fait qu'elle est sans cesse en évolution. Et que pour le conférencier, ce n'est pas très pratique. Nous avons tous, universitaires, une épaisse chemise dans laquelle nous classons nos conférences que nous essayons de recycler. Celle-ci est inclassable, car effectivement, je n'aurais pas fait il y a une semaine ou 15 jours la même conférence, et je suis persuadé que dans une semaine ou deux, ça ne sera pas non plus la même. C'est effectivement un événement important. Et comme c'est un événement important, ce changement, cette mobilité, cette fébrilité du sujet tiennent au fait que tous les paramètres internationaux s'en emparent. Et s'en emparant ne cessent effectivement de modifier la substance même du sujet. C'est un événement important parce que, de nos jours, si vous avez remarqué, on ne quitte plus des organisations internationales ou des organisations régionales. Du temps de la Société des Nations, on entrait et on sortait comme dans un moulin. Pour les Nations Unies, créées, je vous le rappelle, en 1945, une seule sortie, celle de l'Indonésie, et qui n'a duré que 19 mois. Et c'était il y a plus de 50 ans. Cela nous montre que nous sommes dans un monde qui a un besoin mécanique d'intégration. Et ce qui m'a le plus frappé dans le Brexit, car je faisais partie de ceux qui étaient étonnés de ce vote et qui a eu le réveil difficile, d'ailleurs en 2016 on a eu beaucoup de réveils difficiles, ce qui m'a le plus étonné, et ma réaction immédiate, ça a été de dire « mais ce n'est plus possible. Notre monde actuel a un tel besoin d'intégration que tout processus de sortie est suicidaire. » Là, pour une fois, je ne m'étais pas trop trompé. Car je crois effectivement que ce que nous découvrons au fil des semaines et des mois, c'est toutes les difficultés liées à ce processus de Brexit et la prise de conscience des uns et des autres que finalement, l'éventail des possibilités n'est pas aussi large qu'on le dit. C'est la raison pour laquelle le Brexit correspond à 3 temps. Moi aussi, Monsieur le Président, j'ai mes temporalités. Un temps de rupture qui s'est organisé autour du référendum lui-même et dont il faut toujours rappeler qu'en fait, il ne portait pas principalement sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, mais qu'il était chargé de tout un ensemble de considérations sur la place de la Grande-Bretagne dans le monde et la manière dont elle pouvait se définir face à la montée des flux transnationaux et notamment des flux migratoires. Et puis ensuite, il y a eu le temps de l'appropriation. C'est effectivement presque une année. La manière dont les acteurs internationaux ont réagi, et pas seulement les acteurs européens, on va y revenir dans un instant. Et puis, il y a maintenant le temps de la rétroaction, c'est-à-dire la manière dont les acteurs s'étant appropriés le phénomène Brexit composent leur propre attitude, leur propre stratégie, construisent leurs choix et leurs politiques. Eh bien, tout ceci, à mon sens, et c'est le propos essentiel que je voulais tenir devant vous, ne se comprend qu'en le contextualisant. En réalité, le phénomène du Brexit dépasse de beaucoup la société britannique et le monde européen. Le Brexit constitue probablement le premier symptôme des pathologies dont souffre notre système international. Et on ne pourra pas gérer la question du Brexit autrement qu'en la replaçant face à ces différents symptômes. Le paradoxe, que je voudrais développer en 2 parties, parce que, vu
mon appartenance institutionnelle, je ne peux pas faire autrement. Dans un premier temps, je voudrais vous montrer comment, effectivement, la fluidité de ce système international méconnu qu'est le nôtre actuellement a poussé à cette invention du processus de sortie, à ce choix, à cette option de la sortie. La lecture que l'on a de ce monde fluide d'aujourd'hui pousse chacun, et pas seulement nos amis britanniques, à considérer que la sortie devient une option stratégique utile et valable. Mais le contre-coup dont je vous parlais tout à l'heure a été tout aussi efficace, c'est-à-dire placé face à l'enjeu du Brexit, tout un tas de cliquets se sont fermés jusqu'à réduire très fortement le choix réel des acteurs. Alors, d'abord ce contexte international. Le Brexit ne se comprend que par rapport, je dirais, à 4 pathologies dont souffre notre système international, dont vous savez qu'il est impossible de le caractériser et de le définir. Notre système international s'appelle toujours le système post-bipolaire, ce qui nous renseigne sur ce qu'il y avait avant, mais absolument pas sur ce que nous sommes aujourd'hui. Ce qui est ennuyeux, c'est que ça fait plus d'un quart de siècle que dure la chose. Le premier élément, c'est une dérive générale des constructions régionales. Et ça, ce n'est pas un phénomène européen. Nous avons suffisamment de raisons pour nous flageller, n'en rajoutons pas. La crise de la construction régionale, elle est universelle. C'est-à-dire qu'elle appartient, bien entendu, à l'espace européen, nous en parlons cet après-midi, mais elle appartient tout autant au monde de l'Amérique latine, le Mercosur, qui était l'une des constructions régionales les plus réussies, est en train de chavirer à tel point que plus personne ne sait qui est dedans et qui est dehors aujourd'hui. Donc vous voyez, ils ont au moins un train d'avance sur nous. Mais on pourrait dire la même chose du NAFTA-ALENA en Amérique du Nord. On pourrait dire la même chose, et encore pire, bien entendu, de la Ligue arabe au Moyen-Orient et dans le monde arabe. On pourrait dire la même chose des organisations régionales africaines. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette crise généralisée ? Il y a un passage très rapide entre 2 temps, 2 séquences. La première séquence, elle était évidente. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 2 bonnes raisons, un peu partout dans le monde, malgré la différence des histoires, de s'associer. J'ai bien dit de s'associer. C'était, et pour nous Européens, vous savez à quel point c'est important, mettre fin à cette périodicité de la guerre qui a ruiné l'Europe. Mais l'idée pourrait être utilisée pour qualifier les modes de création des autres organisations régionales où il s'agissait de construire au-delà des guerres de décolonisation ou au-delà des temps d'instabilité connus notamment dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'était un premier point. Le deuxième enjeu, c'était la reconstruction économique. 2 bonnes raisons de s'associer. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces 2 enjeux-là n'ont plus cours. C'est-à-dire que l'Europe, sans s'en rendre compte, s'est définalisée. La crise de la construction régionale, c'est l'incapacité de substituer à des enjeux qui avaient été moteurs et qui aujourd'hui n'ont plus de pertinence, de nouveaux enjeux qui pourraient ressusciter ou ranimer le processus d'intégration. Les 2 enjeux que je viens de montrer faisaient de l'intégration la norme de l'action politique, de l'action sociale et de l'action économique. On ne pensait plus hors de l'idée d'intégration. Comme le disait le très grand sociologue David Mitrani dès 1943, dans un ouvrage célèbre, Working Peace System. Aujourd'hui, les enjeux ont changé, on ne veut pas les voir. Et l'enjeu d'aujourd'hui, ce n'est plus l'association. Car s'associer quand il n'y a pas d'enjeu commun, ça ne sert à rien. Pire encore, s'associer, c'est bien quand tout va bien. S'associer, ça fait mal quand tout va mal. Et prolonger l'association dans une logique de crise, effectivement, conduisait à la décomposition. Les nouveaux enjeux auxquels nous sommes confrontés, c'est bien entendu l'adaptation de l'Europe à la mondialisation.
Mais cet enjeu-là ne réclame pas l'association, elle réclame la solidarité. C'est tout à fait différent. Notre maître Durkheim nous a expliqué comment l'association avait ses fonctions, comment la solidarité avait les siennes. Nous sommes dans un temps où l'association ne veut plus dire grand-chose et où la solidarité veut dire beaucoup de choses. Mais ça, la solidarité, rares sont ceux qui en veulent, parce que la solidarité, elle est coûteuse par rapport à notre sacro-sainte culture de la souveraineté. Et ça, c'est un postulat que nos amis britanniques ont très profondément ancré au sein de leur propre logiciel politique. Mais ils ne sont pas les seuls. Vous verrez. Le deuxième facteur, c'est que depuis la construction européenne de départ, un événement plus que majeur s'est produit. Probablement le plus important depuis la Renaissance, depuis la pomme d'Adam, peut-être. C'est la mondialisation. La mondialisation, tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. D'ailleurs, nous, universitaires, on a un tic, quand on veut saquer un étudiant, on lui demande de définir la mondialisation, et on est sûr que c'est terminé pour lui. Coucou, en septembre, on se reverra, bon été d'ici là. On ne sait pas définir la mondialisation. Il faut être honnête, les sciences sociales ne savent pas définir la mondialisation. Et toutes les définitions que vous trouvez de la mondialisation sont des définitions qui ont été contestées et rejetées. En revanche, nous savons les symptômes de la mondialisation. Vous savez, nous suivons timidement les sciences exactes. Et la science médicale, par exemple, fonctionne ainsi. On ne peut pas définir une maladie, mais on en connaît les symptômes. Ce n'est pas la même chose. Eh bien, nous ne savons pas définir la mondialisation, mais nous en connaissons les symptômes. Il y en a trois, essentiellement. L'inclusion, c'est-à-dire que tout le monde est désormais dans le même bateau et joue sur la même scène internationale, tout le monde, sauf les Palestiniens, mais ça, c'est un autre problème. Deuxièmement, l'interdépendance, c'est-à-dire que tout le monde dépend de tout le monde. Ça veut dire que le faible continue à dépendre du fort, mais de plus en plus le fort dépend du faible, et ça c'est nouveau. Et cette interdépendance, elle est économique, elle est sociale, elle est politique, elle est universelle. Alors j'ai appelé pour vous hier soir Monsieur de la Palisse. Et je lui ai dit, cher Monsieur de la Palisse, qui a l'habitude de recevoir des coups de téléphone de ma part, Monsieur de la Palisse, si un système est interdépendant, peut-il être souverain? Ah, il m'a dit, elle est bien bonne celle-là. Effectivement, si vous êtes interdépendant, vous n'êtes pas souverain. Donc vous voyez l'épaisseur du problème, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une politique d'interdépendance. Sujet tabou, s'il en est. Et le troisième, c'est la mobilité. Nous sommes dans un monde où le migrant est l'avenir du monde, où celui qui bouge gagnera et celui qui est sédentaire perdra. Mais quelle difficulté de mettre ça en œuvre par rapport à notre grammaire juridique, par rapport à notre grammaire sociale, par rapport à nos habitudes. Et là, c'est un deuxième blocage qui donne envie à chacun de jouer face à de mutations aussi fortes le jeu du cavalier seul. Essayons de notre côté et surtout ne nous lions pas par le choix des autres. Ce qui est à contre-courant, mais qui fait du bien sur le moment. Vous savez, ces maladies incurables que l'on ne sait pas soigner et surtout guérir, on prend une bonne dose d'aspirine, on se sent beaucoup mieux, mais ça dure 4 heures, 5 heures, 6 heures. C'est ça, la rationalité du Brexit. Le troisième élément, c'est effectivement cette troisième ambiance de notre système international, mais qui est liée à la deuxième, qui est cette espèce de montée affolante du néo-nationalisme. Le monde, en l'espace de quelques années, s'est converti de politiques libérales à des politiques néo-nationales. Ça pousse partout. C'est ce que l'on appelle le Trumpo-Erdogano-poutinisme. Je me suis entraîné, donc, et je n'ai pas dérapé. C'est vous dire, c'est une façon de vous montrer que très curieusement, cette tendance est universelle, se retrouve dans des régions, des cultures, des histoires différentes. Elle a, et c'est ça qui est important, pour dénominateur commun le retour de l'intérêt national et le postulat que l'on peut agir dans la mondialisation
en subordonnant celle-ci à l'intérêt national. Ça, c'est quelque chose de profondément révolutionnaire. Parce que l'idée d'intérêt national, justement, a été abandonnée ou amendée avec les grandes constructions régionales post-Seconde Guerre mondiale. Elle revient actuellement très fort. Et cela veut dire mécaniquement, si vous choisissez le NN, le néo-nationalisme, plutôt que le NL, le néolibéralisme, ou le NC, le néoconservatisme, eh bien, vous réévaluez quelque chose dont nous étions un peu habitués à considérer qu'il était passé, à savoir le bilatéralisme aux dépens du multilatéralisme. Et enfin, le quatrième paramètre, c'est cette formidable crise de représentation politique qui frappe le monde dans son entier. Dans son entier parce que, même si cela peut vous paraître étrange, on n'a pas le temps de développer, même les systèmes autoritaires vivent à leur manière une crise de représentation politique. Pourquoi ? Parce que dans les systèmes autoritaires, il y a quand même une prétention représentative, ne serait-ce qu'à travers le leader charismatique. On en a connu des Nasser, des Nkrumah, des Mao. Vous en connaissez beaucoup de leaders charismatiques dans le monde politique actuel ? Bon, voilà. Donc c'est bien ce que je vous disais. Voilà. Eh bien, cette crise de la représentation politique, elle a plusieurs étages. Premier étage, c'est quand même au sein de l'Europe. Le Brexit est directement lié à l'incapacité de l'Europe de se construire une logique représentative et de créer peu à peu cette ambiance mortifère qui est que l'on vote au niveau national et qu'on décide au niveau bruxellois. Ça, tous les théoriciens de la démocratie vous diront qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Et cette disjonction du niveau de la délibération et de celui de la décision crée évidemment des effets répulsifs. Et conforte mécaniquement, là aussi, je ne vais même pas rappeler M. de la Palisse, mais je suis sûr de sa réponse, conforte aussi l'acteur national dans l'idée que c'est un retour vers la nation qui pourra corriger cette distorsion entre le lieu, l'espace de délibération et l'espace de décision. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve aussi à l'intérieur de chacun de nos systèmes politiques. Tous les systèmes politiques européens pris individuellement sont frappés de cette crise de la représentation. Enfin, une vieille démocratie où seulement 43% du corps électoral vote, c'est une démocratie malade. Et le fait que l'on se sente si facilement attiré par des formules nouvelles, mais aussi obscures que nouvelles, pour marquer ainsi sa défiance par rapport aux acteurs politiques passés, est un signe de pathologie grave. Et là, la communication est totale. Le fait que plus de la moitié des votants en France aient choisi le parti du néo-nationalisme, dans sa version mélenchonienne ou dans sa version lepénienne, mais c'est quand même le même discours. Ça fait du mal quand on dit des choses comme ça, mais nous, c'est notre métier de faire du mal. Il y en a, c'est guérir le mal, nous, c'est de le montrer. Voilà. Tout ceci montre effectivement à quel point le réflexe nationaliste gagne dans la structuration des comportements. Et un vieux 68ard comme moi, ça fait un drôle d'effet. Mais la crise est encore plus forte chez nos amis britanniques, qui souffrent comme nous déjà d'une crise latente de la représentation politique face au fixisme de son système partisan, mais qui souffrent d'une crise de représentation à l'intérieur même du Parti conservateur. Je ne suis pas loin de penser que le Brexit dérive d'abord d'un règlement de compte, style hockey choral, à l'intérieur du Parti conservateur. Donc, vous voyez que les choses sont ainsi remises en perspective. Alors, effectivement, si on s'arrêtait là, on dirait, bah oui, tout le monde va exciter
Tout le monde va choisir la stratégie de sortie dans un monde où l'intégration perd son sens à une vitesse extraordinaire. Eh bien, ce qui est tout à fait intéressant et paradoxal, c'est que l'expérience du Brexit nous a montré que les rétrofreins étaient particulièrement bien adaptés. Ce qui a frappé les observateurs, à lire la presse notamment, c'est cette solidarité des 27 qui est apparue assez vite, sans susciter beaucoup de débats. Vous vous rappelez comment, et ça a beaucoup marqué, le mois dernier, le mandat donné aux négociateurs européens, M. Barnier, a été voté en 5 minutes. Quand il y a des Polonais et des Hongrois dans la salle, c'est rare qu'on vote en 5 minutes. Et là pourtant. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe 5 choses, il me reste 10 minutes, c'est ça? Bon, donc 2 minutes par chose. Premièrement, en fait, ce qui avait provoqué mon étonnement tout à l'heure explique en réalité le réflexe de cohérence et d'union qui a très vite dérivé. Nous savons maintenant que dans notre monde, le jeu coopératif est infiniment moins coûteux, notamment sur le plan économique, que le jeu de confrontation ou le jeu de sortie. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau que nous, Européens, avec notre mémoire historique, avons du mal à comprendre, puisque toute notre mémoire historique westphalienne repose sur l'idée que les États sont naturellement en compétition les uns avec les autres. Or, ce que l'on a vu, c'est une découverte très rapide que la coopération est quand même beaucoup plus rémunératrice que la scission, que la sortie, et que donc la rationalité des 27 a été immédiatement de prendre une position très ferme de manière à dissuader un autre candidat à la sortie d'opter pour celle-ci. Le jeu coopératif a donc joué à plein et il faut d'abord le comprendre comme étant un jeu dissuasif. C'est-à-dire lorsque vous constituez un groupe, aussi divisé soit-il, votre stratégie devant les choix de sortie, c'est de renchérir le coût de la sortie à tel point que d'autres soient dissuadés d'y recourir. Alors ce qui est intéressant, ça c'est tout le paradoxe des sciences sociales, c'est que cet autre qui pourrait être tenté d'y recourir, c'est peut-être vous-même ou votre successeur direct. Mais tous les théoriciens des jeux vous montrent très très bien, je pense notamment à Axelrod, qui vous montre très très bien comment, effectivement, dans une situation d'ignorance de l'avenir, il est toujours plus rationnel de choisir la protection que de choisir l'aventure. Ça, c'est probablement quelque chose que nos partenaires britanniques avaient sous-estimé, car nombreux sont les textes qui prouvent que les acteurs politiques britanniques escomptaient une division au sein d'une Europe effectivement très divisée, et au sein d'une Europe dans laquelle il y avait des candidats potentiels à la sortie. Et un peu partout, et notamment dans cet espace d'incertitude que constitue l'Europe centrale et l'Europe orientale. Deuxième élément, c'est que nous assistons depuis 1 an, peut-être lié au Brexit d'ailleurs, à un faible, timide, mais réel retournement de situation. C'est-à-dire que le néonationalisme, qui continue à gagner un peu partout dans le monde, commence à perdre en Europe. L'Europe se distingue par une régression, un freinage assez spectaculaire des mécanismes réactifs néonationalistes. Rappelez-vous, les élections aux Pays-Bas, les élections en Autriche, les élections toutes récentes en Italie, les élections chez nous et la chute assez spectaculaire de la candidate néo-nationaliste. Donc il y a cette conviction qui grimpe, et je pense personnellement que c'est très heureux, que m'avait bien montré le regretté philosophe Todorov, qui disait une fois dans un débat auquel j'avais participé avec lui, vous savez, les nationalistes, ils n'ont rien à vendre. Compte tenu de ce qu'est le monde aujourd'hui, le nationalisme est une expression protestataire, mais ne peut pas être une formule gouvernementale. Et ça, cette idée, l'Europe qui a tant à se reprocher, peut s'en enorgueillir. Alors que dans le monde, le battage nationaliste, de Moscou
à Washington, en passant par beaucoup d'autres capitales, continue à se renforcer. Le troisième élément est peut-être le plus intéressant. C'est que, aussitôt le Brexit exprimé plus exactement, on a vu renaître en Grande-Bretagne la fameuse formule du Global Britain, c'est-à-dire la Grande-Bretagne est dans le monde avant d'être l'Europe, c'est la fameuse appartenance de la Grande-Bretagne aux océans, aux mers, et que la Grande-Bretagne aurait plus à gagner d'une stratégie globale que d'une stratégie régionale. L'affirmation mérite qu'on s'y arrête. Elle est très forte. Et après tout, d'autres peuvent avoir cette tentation. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres pays européens qui l'aient historiquement aussi marqué, mais c'est en tous les cas un débat intelligent. Est-ce qu'on gagne plus à être global qu'à être régional? Et ce choix du Global Britain, à partir de début novembre 2016, vous voyez à quoi je fais allusion, a pris effectivement une ampleur considérable. Vous vous rappelez les bisous de M. Trump à Mme May, contrastant avec le quasi-bras d'honneur que le même avait opposé à Mme Merkel. Derrière cela, il y a eu une fenêtre d'opportunité qui est très intéressante à analyser, selon laquelle finalement le Brexit, de duel entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, se transformait en partie triangulaire qui permettait à la Grande-Bretagne de prendre l'avantage en s'appuyant doublement sur l'allié américain. Doublement, pourquoi? Parce qu'on renouait avec une vieille tradition de l'allié privilégié, et d'autre part, parce qu'à la tête des États-Unis se trouvait quelqu'un qui approuvait bruyamment le Brexit et qui était prêt à donner à la Grande-Bretagne toutes les faveurs. Ce qui est intéressant, mesdames et messieurs, c'est que ceci n'a duré que 2 ou 3 semaines et pas plus. C'est-à-dire, dès qu'on est entré dans le concret, et que, notamment, la Grande-Bretagne a fait valoir ses objectifs, la rétraction américaine avec la brutalité que l'on connaît chez l'homme aux cheveux oranges, a été de hurler à l'idée que l'industrie automobile et l'industrie pharmaceutique britannique pénètrent le marché américain. Et pourtant, la solution pour la Grande-Bretagne est bien là. Les deux secteurs où il y a lieu de faire reconversion de l'Europe vers le monde, de se reglobaliser, c'est bien l'automobile et les industries pharmaceutiques. Et c'est là que l'on a découvert le vrai visage du néonationalisme. C'est-à-dire qu'il ne saurait être un visage de coalition, mais qui ne peut être que la reconstitution d'un visage de compétition. On n'a pas suffisamment pris la mesure de ce phénomène, qui confirme ce que je vous disais il y a un instant. Le néonationalisme est un discours de protestation. Mais dès qu'il s'agit de passer à la gouvernance, toutes les contradictions apparaissent, celles qui conduisent M. Trump à ramer comme nous le connaissons, c'est-à-dire comment faire passer dans la réalité politique les choix de protectionnisme qui ont été les siens et comment gérer ceux que l'on veut sauver alors que mécaniquement, quand on est néonationaliste, on les perçoit comme adversaires ou compétiteurs. Et ça, à mon sens, plus encore que l'élection parlementaire en Grande-Bretagne, les élections parlementaires en Grande-Bretagne, ça a été le déclic. Ça a été le déclic qui, dans l'opinion publique britannique et notamment chez les acteurs économiques britanniques, transformait le diplôme de Brexit en une facture extraordinairement coûteuse. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas sûr que la conférence que je ferai devant vous l'année prochaine portera sur le Brexit, peut-être portera-t-elle sur le Brexit avorté ou sur le retour de la Grande-Bretagne qui finalement n'est jamais sorti. Le jeu à 3 est devenu un jeu impossible. D'ailleurs, il l'était institutionnellement. La Grande-Bretagne ne pouvait pas prendre d'engagement envers les États-Unis tant qu'elle était membre de l'Union européenne.
Et tant qu'elle est membre de l'Union européenne, elle négocie sa sortie, donc elle aurait été obligée de toute façon d'inclure dans la négociation de sa sortie les conditions préférentielles qu'elle entendait établir avec le partenaire américain. Donc c'est impossible. Donc c'est impossible. Si bien que, quatrième élément, paradoxalement, le discours mai 1, May the 1st, le discours mai 1, qui était un discours de Brexit dur, s'est retourné contre celle qui l'a prononcé. Parce que si on menace d'un Brexit dur, rien de tel pour faire prendre conscience aux partenaires européens, c'est-à-dire aux 27, qu'il faut effectivement avoir une riposte dure. La montée des enchères a bien commencé ainsi, et tout d'un coup, on découvrait quoi? La loi banale que je vous exposais tout à l'heure, à savoir que ça coûte toujours plus cher de sortir que de rester. Vous en voulez des preuves? Allez, quelques chiffres. L'Union européenne, c'est 44% des importations britanniques. Le Royaume-Uni, c'est 5% des importations de l'Union européenne. Donc, vous voulez être dur? Eh bien, on sera encore plus dur. C'est-à-dire que ce n'est pas la qualité ou l'identité du partenaire britannique, slovène, allemand ou chypriote. C'est simplement que quand vous prenez une décision seule dans une logique d'intégration, votre facture est mécaniquement plus élevée que quand vous êtes à 27. Si vous ne me croyez pas, jouez à ça ce soir, vous verrez, ça marche à tous les coups. Et c'est donc une découverte d'une très grande banalité qui a enclenché une cinquième étape. Oui, 3. Bon. Une cinquième étape qui est qu'à mesure qu'on avançait entre juin de l'an dernier et juin aujourd'hui, on s'est aperçu qu'en réalité, la vraie question derrière le Brexit, ce n'était même plus la négociation du Brexit, c'était la reconstruction de l'Europe post-Brexit. Ça, c'est un phénomène que la science politique adore étudier. Sur le mode un train peut en cacher un autre, où le véritable enjeu n'est pas celui qu'on croit, mais l'enjeu réel que le premier enjeu concret a ainsi déclenché. Si l'Europe revient à 27, ça ne pourra plus être la même. Tiens, ça tombe bien puisqu'elle ne marchait pas la même. Et apparaît une autre équation, qui est une équation d'opportunité. S'ils s'en vont, on pourra peut-être plus facilement renégocier la nouvelle Europe. Et c'est ainsi que naît ce qui est typique de toutes les négociations collectives, des fenêtres d'opportunité. Et on le voit bien, notamment dans le couple franco-allemand, et l'alignement de la planète Trump et de la planète May a renforcé encore ce phénomène. Mais alors, et c'est ça qui est terrible pour nos amis britanniques, si véritablement le véritable enjeu, ce n'est pas le Brexit, mais le post-Brexit, alors à ce moment-là, peut-être le post-Brexit est plus facile à construire sans la Grande-Bretagne qu'en repêchant la Grande-Bretagne. Il faut voir à quelle vitesse les esprits évoluent et que, du coup, l'incitation à garder le partenaire britannique tend à s'émousser. Le jeu s'inverse, mesdames et messieurs. Eux qui voulaient partir veulent trouver un moyen de rester. Nous qui voulions qu'ils restent, on trouve une bonne raison de les laisser partir. C'est l'actuelle équation. Alors, peut-être que ça changera dans un mois, mais je voudrais, pour terminer, conformément à ce qu'on m'a demandé, dire que l'acteur politique mystérieux auquel vous faisiez référence avait tort, cher président. La Bretagne a une carte formidable à jouer dans cette affaire. Et surtout, je dirais, si nous n'arrivons pas à renouer rapidement le fil institutionnel, parce que c'est un risque. C'est un risque que, Brexit ou pas Brexit, l'Europe n'arrive pas à se reconstruire sur les bases nouvelles que j'évoquais tout à l'heure. Alors, à ce moment-là,
mesdames et messieurs. Regardez vers l'Est, mais l'Est lointain. Car nos amis asiatiques ont été confrontés à cette situation pendant 40 ans. Ils ont été incapables, contrairement à tous les autres continents du monde, à penser la moindre forme de construction régionale. Les États se détestaient trop. Pas besoin de vous raconter Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, Chine, Vietnam, Chine, Thaïlande, Vietnam, tout le monde se déteste. Mais précisément parce que tout le monde se déteste, on se demande aujourd'hui si ce n'est pas une bénédiction. C'est-à-dire que la construction régionale qui se fait en Asie et dont personne ne s'occupe, parce que ce qui se passe en Asie, ça n'intéresse personne, sauf pour stigmatiser l'économie chinoise, mais en réalité, ce qui se passe en Asie est génial. C'est-à-dire une dynamique d'intégration régionale par le bas, par les sociétés. C'est ce que le grand économiste, politiste américain Scalapino a appelé les Natural Economic Territories, c'est-à-dire des territoires économiques naturels. Les intégrations se font entre des territoires qui ont des complémentarités naturelles. Puis les États y regardent. Quelquefois, ça les agace parce qu'ils ne contrôlent plus, ils veulent réagir et leur réaction n'a aucun effet. Vous savez que quand le gouvernement de Taïwan s'est aperçu que plus de 50% des investissements taïwanais se faisaient sur la Chine continentale, il a dit attention, là ça peut être dangereux parce que du coup on va dépendre complètement de l'économie chinoise. Ils ont voulu arrêter ça, ça n'a pas marché, ils ont pris une claque et le processus continue. Et c'est la même chose Japon-Chine, Corée-Chine-Japon, Russie sibérienne, Japon-Chine, etc. C'est-à-dire, c'est à la volonté des acteurs socio-économiques et au pragmatisme des fusions et des intégrations territoriales que l'on remet le soin de la construction régionale. Après tout, c'est pas si mal que ça. Merci beaucoup.